Bonjour à tous. Et puis d'abord, merci à Hélène, à Thierry et à Denis pour cette invitation. C'est pour moi un grand honneur de participer à cette journée en tant que l'un des anciens d'Orsay, disons, qui a commencé sa carrière dans cette institution qui finalement a été créée par Jacques Friedel, pas tout seul bien sûr, mais en ce qui me concerne, il a joué le rôle central. En fait, la première fois que j'ai rencontré Jacques Friedel, c'était en 1959. C'est très tôt dans l'histoire d'Orsay, et ça ne s'est pas passé à Orsay. Ça s'est en fait passé à Orsay. J'étais dans ma dernière année d'études à l'école des mines, et j'avais entendu parler d'un jeune théoricien, Jacques Friedel, qui était en train de créer un nouvel institut à Orsay. Et j'étais à la veille de partir faire mon service militaire, mais on pense quand même toujours à l'avenir. Et je me disais, bien, c'est peut-être le moment d'aller le voir à Orsay, et peut-être qu'on va avoir une idée, une direction. Donc je suis allé le voir, et il m'a reçu très très gentiment, comme il recevait tout le monde, du reste, toujours très très gentiment et chaleureusement, mais tout de même, il m'a prévenu, il m'a dit, vous voulez faire la recherche? Bon, c'est très bien, mais je dois vous prévenir, c'est très difficile. Mais c'est aussi très intéressant. Alors voilà, c'est un choix personnel qu'il faut faire, que j'ai fait par la suite. Et donc j'ai passé ma thèse à Orsay, et puis je suis l'un de ces thésards d'Orsay qui ont finalement essaimé ailleurs. Pour ma part, en 1971, je suis parti à l'université de Tel Aviv. Mais ça n'a pas du tout arrêté nos contacts. Et après ça, pendant une très longue période de temps, ça fait en fait une quarantaine d'années, où je ne manquais pas une occasion, quand je venais à Paris, d'aller lui rendre visite. Et il me recevait toujours très très gentiment. En fait, ma femme Aline était devenue proche de Mary aussi. C'est devenu une relation plus personnelle que celle qu'on avait du temps où j'étais élève à Orsay. Et ça a été extraordinaire parce qu'on a parlé de tout et c'était un homme d'une telle largeur de vue et d'une telle générosité intellectuelle. C'était en fait un géant, il faut le dire, à la mesure, pas à la mesure de gens plus modestes comme moi. Mais donc, en me demandant ce dont j'allais parler, j'ai décidé de prendre un sujet très précis dans l'esprit de ce qui était l'école d'Orsay, puis je crois aussi peut-être l'école française, qui est d'essayer de répondre à un problème qui est bien défini. Quand il est bien défini, on a peut-être une chance d'avoir une réponse. Alors, il y a la réponse des théoriciens, il y a la réponse des expérimentateurs. Moi, je suis expérimentateur, donc vous allez voir de quel problème il s'agit et et quelle réponse ou début de réponse on a pu y apporter. Voilà. Tout supraconducteur, dans la théorie de Bardeen, Cooper et Schiffer, est caractérisé par un gap d'énergie. C'est une zone d'énergie autour du niveau de Fermi où il n'y a pas d'état disponible. Ces états sont expulsés de cette région, ils viennent s'accumuler en bord de cette région. Et du temps où j'étais à Orsay, on pratiquait beaucoup l'effet tunnel. Du reste, Martinet est là, quelque part. Il a fait des expériences avec Guyon. Et c'était bien connu que pour caractériser un supraconducteur, il faut faire de l'effet tunnel. L'histoire du pseudogap, elle ne démarre pas de l'effet tunnel, en fait, elle démarre d'une expérience faite par Henri Alloul et son groupe, où ils prennent l'un des cuprates, c'est un alliage d'yttrium, de barium, de cuivre et d'oxygène, et ils mesurent la susceptibilité de spin en fonction de la température pour des concentrations différentes d'oxygène. Alors il faut appuyer, où ça, ici? Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Voilà. Donc,
Ils étudient cet alliage, ils étudient la susceptibilité du spin en fonction de la température. Pour des concentrations en oxygène fortes, en fait c'est saturé en oxygène, c'est ce qu'on appelle O7, et puis en enlevant petit à petit de l'oxygène, ils regardent ce qui se passe. Alors, forte concentration d'oxygène, tout se passe très bien, la susceptibilité de spin ne bouge pratiquement pas avec la température, c'est un comportement ordinaire, il ne se passera rien avant qu'on atteigne l'état supraconducteur et où les paires se forment et la susceptibilité va chuter. Par contre, si on diminue la concentration en oxygène, très vite, on obtient une décroissance de cette susceptibilité déjà à haute température, et l'effet est très fort puisque déjà aux alentours de 200 degrés K ou même 300 degrés K, on voit donc très loin de la température critique qui est ici à 90 K, il se passe quelque chose, on perd de la susceptibilité. Alors, de quoi s'agit-il? Je crois que Henri Aloul, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, non, je ne l'ai pas vu, et Jacques Friedel, je crois que c'est Jacques Friedel qui donne à ce phénomène le nom de pseudogap. C'est-à-dire, un pseudogap, c'est un changement dans la densité d'état du matériau qui fait que la susceptibilité diminue parce qu'on perd des états. En fait, l'idée de Friedel, elle est un peu plus subtile que ça, c'est de dire qu'on est proche d'un état antiferromagnétique et c'est le gap antiferromagnétique qui vient se combler petit à petit, donc il faut voir le diagramme dans l'autre sens. On part en fait d'un régime pauvre en oxygène et on comble ce gap pour arriver à ce système-là. Et il y a beaucoup d'autres effets qui sont découverts plus tard. D'abord, on fait de l'effet tunnel, bien sûr, et vous allez voir tout de suite qu'on trouve, les chercheurs d'abord de Genève et d'ailleurs trouvent qu'il y a un gap tunnel qui s'ouvre au-dessus de la température critique. Il y a des mesures de photoémission dont je ne parlerai pas, et on découvre aussi un phénomène assez curieux, c'est que l'énergie de condensation à l'état superfluide diminue de façon dramatique quand on est dans le régime du pseudogap. Voilà les premières mesures où apparaît ce pseudogap. Alors de quoi s'agit-il? Voilà une série de courbes de conductance tunnel allant de 4 degrés jusqu'à la température ambiante. À basse température, on voit un pic de conductance qui marque le gap. Donc on dirait a priori que ça, c'est le gap supraconducteur. L'échelle, c'est environ 50 millivolts. C'est très élevé. Mais bon, c'est comme ça. Alors la surprise vient du fait qu'en mesurant à des températures de plus en plus élevées, on voit encore une trace de ce maximum, par exemple ici, à une température qui est à peu près le double de la température critique. Et donc, il s'est ouvert un gap au-dessus de la température critique pour cet échantillon-là. C'est un cuprate de bismuth. Et ça rejoint un peu l'observation d'Aloul, à savoir qu'il se passe quelque chose au-dessus de la température critique qui est relié à l'apparition de ce qui a l'air d'être un gap supraconducteur à basse température. En parallèle, il y a cette réduction très forte de l'énergie de condensation quand on enlève de l'oxygène, c'est-à-dire quand le pseudogap apparaît. C'est cette courbe-là. Vous voyez comment diminue le chaud de chaleur spécifique qui est relié à l'énergie de condensation. La diminution est extrêmement brutale, de même que l'effet sur la susceptibilité mesurée par Aloul était également très brutal dès qu'on baisse un petit peu la concentration en oxygène. Alors voilà un diagramme que tous les spécialistes connaissent très bien. C'est le diagramme où apparaît ce que certains ont appelé la phase, ce qu'on appelle en général la phase du pseudogap. C'est la façon, donc ici, c'est la température, et ça, c'est la concentration en dopant, c'est un dommage par trou dans ce cas-là. Le diagramme a 4 régions. À concentration très faible, on est dans le régime antiferromagnétique. Cette phase antiferromagnétique se termine. Un peu plus tard, elle est remplacée par la phase supraconductrice
avec un dôme caractéristique. Et puis, entre les deux, il y a un régime où ce pseudo-gap se développe en dessous d'une température T star qui est beaucoup plus élevée que la température de transition à l'état supraconducteur. Les diagrammes sont un petit peu différents entre Ibakio, c'est le cas d'Alloul, et le cas du bismuth, mais en gros, c'est à peu près la même chose. Alors maintenant, voilà la question à laquelle il faut répondre. Il y a là-dessus deux points de vue. Il y a le point de vue de Friedel et d'Alloul qui disent ce pseudo-gap n'a rien à voir avec la supraconductivité. C'est un phénomène qui montre un état affaibli de l'état antiferromagnétique, parce qu'il s'est créé des états dans ce gap. Donc c'est un phénomène qui est relié à l'antiferromagnétisme de la phase non dopée, et ça n'a rien à voir avec la supraconductivité. Et puis il y a le groupe de Genève avec ses expériences d'effet tunnel que je vous ai montrées, où on voit que ce pseudo-gap au-dessus de la température critique a l'air de se transformer en un gap supraconducteur conventionnel. Et ces gens-là disent, mais pas du tout, le pseudo-gap qui s'ouvre au-dessus de TC, c'est en fait un précurseur de l'état supraconducteur. Alors un précurseur dans quel sens? Un précurseur dans ce sens qu'on imagine que des paires de Cooper, spin-up, spin-down, se forment au-dessus de la température critique, et il y a eu des modèles comme ça qui ont été développés, et ils se condensent sous la forme d'une condensation de Bose-Einstein à la température critique. Donc ce qu'on verrait, d'après eux, c'est que, en fait, le pseudo-gap est très intimement lié à la supraconductivité. Voilà la question posée, et maintenant comment est-ce qu'on y répond? Alors la réponse que je vais vous proposer, elle est tout à fait dans l'esprit d'Orsay, c'est-à-dire faire des expériences assez simples qui permettent de répondre à cette question. Je vais vous en montrer deux, une qu'on a faite à Tel Aviv, qui est très simple, une beaucoup plus sophistiquée, qui vient des États-Unis, Cornell et Stanford, mais elle donne la même réponse. La réponse venue de Tel Aviv, c'est que ça consiste à utiliser des réflexions qui se produisent à l'interface entre un supraconducteur et un métal normal. Je vais tout de suite vous montrer de quoi il s'agit. À l'origine, on les appelle les réflexions d'Andreev. En creusant la littérature, quand j'ai écrit un article de revue là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait Saint-James et De Gennes avaient déjà obtenu ces résultats un peu avant Andreev. Il s'en est suivi une longue bataille avec la FISREV qui ont fini par accepter tout de même qu'on ajoute à Andreev Saint-James. Ceci après en avoir discuté avec De Gennes, qui m'a dit oui, finalement, c'était vraiment l'idée de Saint-James, c'est lui qui a été leader dans cette histoire-là, donc si tu proposes ce nom-là, c'est bien. Alors maintenant, c'est accepté par la Société de physique américaine. Voilà, bon. Et une autre technique, c'est lié, c'est une technique basée sur l'utilisation d'un microscope à effet tunnel. C'est aussi une expérience d'interférence. On va voir si j'ai le temps de vous la montrer. Alors, quelle est la technique utilisée à Tel Aviv? C'est la technique de contact à pointe. De quoi s'agit-il? Vous avez de ce côté-là un supraconducteur, et puis vous avez ici une pointe qui est par exemple une pointe en or, et si vous êtes assez adroit, vous pouvez faire un tout petit contact, petit, c'est-à-dire il est petit par rapport à la longueur de cohérence de l'état supraconducteur, et aussi par rapport au libre parcours moyen. Pourquoi est-ce que c'est important? Ces deux conditions sont importantes parce que d'une part, vous ne voulez pas que ce métal normal, l'or, vienne détruire la supraconductivité là où vous voulez l'étudier, et pour ça, il faut que le contact soit petit vis-à-vis de la longueur de cohérence qui caractérise l'état supraconducteur. En plus, vous voulez que le contact soit balistique, donc il faut que les électrons puissent passer directement dans cette zone-là, et par conséquent, il faut qu'il y ait un libre parcours moyen assez grand. Si vous êtes adroit et si vous avez un peu de chance, vous arrivez à faire ça. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces réflexions-là? Vous avez une interface entre un supraconducteur et un métal normal. Vous avez un diagramme où il y a une erreur ici, ça devrait être un moins, bien sûr, c'est l'énergie de Fermi plus le gap, et ça c'est l'énergie de Fermi moins le gap.
vous imaginez qu'un électron avec un spin up s'avance vers l'interface avec le supraconducteur. Il ne peut pas pénétrer dans le supraconducteur parce qu'il est à l'intérieur du gap, il n'y a pas d'état permis, mais ce qu'il peut faire, c'est être renvoyé par un trou, donc ça fait au total une charge de 2E qui se transforme en paire de Cooper après une certaine distance de longueur de cohérence du côté S. Donc au total, si vous mesurez ce contact à une tension qui est inférieure au gap, vous devez trouver une conductance qui est plus grande, idéalement par un facteur 2, de la conductance du même objet à l'état normal. Alors, cette conversion entre quasi-particules et paire de Cooper nécessite que vous ayez un condensat macroscopique superfluide du côté supraconducteur. Par exemple, si vous avez ici un gap, mais qui n'est pas un gap supraconducteur, et il n'y a pas de condensat superfluide, ces réflexions n'auront pas lieu. Donc cette méthode vous permet de distinguer si, oui ou non, à l'intérieur du gap, vous avez bien un condensat superfluide. Donc c'est en fait une signature, cette augmentation de conductance à basse tension, c'est une signature très claire de l'existence, de la non-existence d'un superfluide macroscopique. Si le gap n'est pas supraconducteur, il n'y a pas d'augmentation de la conductance. Alors voilà maintenant l'expérience. En fait, les expériences originales ont été faites par l'un de nos étudiants à Tel Aviv qui s'appelle Haas, qui date de 1992. Ça, c'est un article qui vient un petit peu plus tard. Voilà ici ces mesures de contact à pointe. Voilà la conductance en fonction de la tension. Et effectivement, en dessous d'une certaine échelle d'énergie, la conductance est augmentée comme c'est prévu pour les réflexions d'Andreev-Saint-James. Voilà deux mesures sur le même échantillon. Ça donne à peu près la même chose. Et maintenant, vous comparez ceci aux expériences d'effet tunnel faites sur le même composé IBAQO, et vous voyez ce pic de densité d'état qui caractérise l'état supraconducteur habituel, et vous êtes très heureux de constater que dans ce cas-là, les deux échelles sont identiques. Le pic d'effet tunnel et le retour à la conductance normale se produit simultanément à la même énergie qui est de 20 milliélectronvolts à peu près. Donc tout va bien, c'est un supraconducteur bona fide et ce gap est bien un gap supraconducteur. Cette manip a été faite sur des échantillons que nous avions reçus de Bernard Raveau. Par contre, si maintenant vous pratiquez la même mesure sur un supraconducteur où vous avez sur IBAQO toujours que vous avez appauvri en oxygène, donc vous êtes dans le régime du pseudogap, vous obtenez un comportement qui est totalement différent. L'effet tunnel donne un pic à 50 millivolts, comme on l'a déjà vu précédemment, pour un autre composé. Quant aux réflexions d'Andreev-Saint-James, elles sont nettement affaiblies, mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'elles se placent à une échelle d'énergie qui est beaucoup plus petite que le gap d'effet tunnel. Les deux échelles d'énergie, maintenant, sont totalement différentes. Ça démontre que ce gap-là n'est pas un gap supraconducteur dans le sens de la théorie BCS, parce qu'à ce moment-là, ces deux échelles doivent être identiques. Voilà encore une autre expérience réalisée sur des cristaux, un cristal que nous avons reçu d'Alex Revkolevski, qui est quelque part par là. Voilà la mesure de contact à pointe, qui voit ici la symétrie D. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails du problème de la symétrie, mais de nouveau, l'échelle de la mesure de contact par pointe, c'est à peu près 20 millivolts. Et voilà de nouveau les expériences de Genève avec une échelle de 50 millivolts. Et donc cette expérience aussi démontre que dans ces cas-là, ça n'est pas la même chose. Et j'ai résumé tout ceci dans un diagramme assez simple qui montre, en fonction du dopage, qu'il y a deux échelles d'énergie différentes. Il y a l'énergie qui caractérise l'effet tunnel, delta P, c'est l'énergie, disons, du pseudogap. Plus vous enlevez de porteurs, plus vous enlevez d'oxygène, plus cette énergie augmente, alors que ici, la température critique diminue. Et c'est là dont je me souviens très bien Jacques Friedel disant « il faut être complètement idiot ». Ça, il s'exprimait quelquefois comme ça, je m'excuse, mais ça lui arrivait, ceux qui l'ont bien connu le savent,
il faut être complètement idiot pour croire qu'une énergie qui augmente alors que la température critique diminue, ça puisse être lié à la supraconductivité. Et ça, c'est une chose absolument impossible. Alors, effectivement, ça n'est pas le cas. Et voilà ici, sur cette autre courbe, l'échelle d'énergie que j'ai appelée delta C, le C c'est pour cohérence, qui montre que l'échelle d'énergie qui caractérise l'effet Andreev-Saint-James suit exactement la même dépendance en fonction du dopage que la température critique. Donc c'est ça l'échelle d'énergie supraconductrice, et ça n'est pas celle qui est vue par effet tunnel, en tout cas en régime sous-dopé. Donc la réponse est tout à fait claire. Il me reste combien de temps? Il reste exactement 1 minute. 1 minute. Alors, on va passer rapidement. Je vais sauter sur cet autre effet d'interférence qui est très joli, mais simplement je vous montre ici le même diagramme qui a été repris 10 ans après notre groupe, où ils ont rajouté beaucoup de points, mais ils ont tout à fait confirmé ce point de vue. Et en fait, si on regarde très attentivement maintenant, les meilleures manips d'effet tunnel par scanning tunneling microscope, on voit apparaître dans les régions qui sont sous-dopées qu'il y a effectivement, en fait, même dans cette mesure tunnel, 2 échelles d'énergie différentes. Il y a une échelle d'énergie où ces caractéristiques sont toutes les mêmes, et puis il y a une échelle d'énergie qui, elle, dépend, qui apparaît en régime sous-dopé. Donc même là aussi, on voit se développer ces 2 échelles d'énergie. Et ce qui est très intéressant, et ce à quoi il faut réfléchir, c'est comment se fait-il qu'on voit ces 2 échelles d'énergie au même endroit. Ça reste un problème à résoudre. Voilà la façon dont l'énergie de condensation supraconductrice diminue quand l'effet du pseudo-gap augmente. Ici, c'est l'échelle d'énergie tunnel moins l'échelle d'énergie d'Andreev-Saint-James divisée par celle de l'effet tunnel. Et vous voyez que l'énergie de condensation diminue de façon extrêmement brutale quand le pseudo-gap apparaît. Et ça, c'est encore une autre manifestation qu'il faut pouvoir expliquer. Bon, on arrive vers la fin de cet exposé, et la conclusion, évidemment, c'est que Friedel avait raison. Aujourd'hui, il ne pourrait pas en être autrement. Alors, je crois que ce qui a été démontré, c'est que le pseudo-gap qui s'ouvre au-dessus de la température critique ne devient pas le gap supraconducteur en dessous de TC dans le sens de la théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer, parce que l'échelle d'effet tunnel et l'échelle de cohérence ne coïncident pas. Donc ça ne peut pas être le gap supraconducteur dans le régime BCS. Alors, ce qui reste encore à creuser, c'est de déterminer quelle est la nature exacte de ces états de pseudo-gap. Mais là, je suis très aidé parce que Claude Berthy, qui va parler après moi, va vous expliquer ce que c'est. Il va vous montrer de très belles manips qui, je crois, révèlent de quoi il s'agit. Cependant, on va s'arrêter sur ce transparent, sans que j'ai été prévenu que mon temps était terminé, du reste. Et je termine sur 2 questions. Pardon ? Il est dépassé de 3 minutes. Ah bon, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir rien dit. Il y a 2 questions qui se posent et dont nous n'avons pas encore la réponse. Comment se fait-il que l'énergie de condensation soit tellement réduite par la présence de ces états de pseudo-gap? C'est en effet très frappant de voir qu'on a pourtant encore une température critique élevée et malgré tout une énergie de condensation très affaiblie. Ça pose un sérieux problème. Peut-être, et c'est une question qu'il faut discuter ensuite, c'est peut-être parce que les états de pseudo-gap sont des états localisés qui jouent quand même un certain rôle dans la supraconductivité. C'était une idée de Gene, mais ça reste encore à déterminer, et je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Merci beaucoup.